Et bonjour, ça fait plaisir de voir que vous êtes restés nombreux. Je vais pas vous prendre beaucoup de votre temps parce que la conférence d'après c'est juste le futur du streaming. Je vais pas non plus vous blablater pendant 2 heures parce qu'hier on m'a dit que je les avais présentés comme des stars de K-pop, alors je vais recommencer aujourd'hui. Dans le coin gauche, nous avons, s'il vous plaît, on va dire Crunchyroll, je t'en prie, est-ce que le représentant de Crunchyroll peut monter sur scène? Crunchyroll, c'est ceux qui vous ont offert toutes les magnifiques petites balles. Et on encourage bien fort, s'il vous plaît. Juste à sa droite, 1m70, 50 kg de pur muscle. Il est tenace, il est pugnace, il est venu pour en découdre et vous parler du futur. Nous accueillons le représentant de Wakanim, s'il vous plaît. Un maximum de bruit aussi. Enfin, le dernier challenger, et pas des moindres, parce qu'il a même enfilé une chemise, c'est vous dire à quel point il est sérieux. Tout de suite, le représentant d'ADN, s'il vous plaît. Et pour le représenter, un arbitre de qualité, je vous laisse lui faire un triomphe. Ça commence tout de suite. Bonjour à tous. Merci pour l'intro. Alors bonjour, moi je suis Mathieu Rocher, je suis journaliste spécialisé Japon et j'ai le plaisir d'accompagner nos 3 intervenants aujourd'hui pour parler de l'histoire et du futur du streaming. Donc on va recommencer les présentations en donnant les bons noms. Je vous demande d'applaudir Olivier Cervantes pour Wakanim. Bonjour, merci. Fondateur de Wakanim. Ensuite nous avons, chemise blanche, Benoît Toriac, directeur d'Anime Digital Network. Bonjour tout le monde. Voilà. Et le dernier, à l'extrême droite, Olivier Fallet, directeur du développement pour Crunchyroll. En France. Merci. Bonjour. En France, oui. Et donc pour nous parler aujourd'hui de streaming et de son évolution, ainsi que regarder dans la Dragon Ball boule de cristal pour savoir ce que nous réserve l'avenir. On va commencer par une question assez basique, mais pour faire parler d'abord votre cœur de passionné. Comment vous êtes tombé dans l'animation? Avec quel animé vous êtes entré dans cet univers? Moi, je suis pas tout jeune, alors c'était pas les premiers, mais la première vague, Goldorak, Albator, en 1978, début des années 80, Capitaine Flamme. Voilà, j'ai regardé ça, j'avais 14 ans et après, j'ai plus lâché. Ça s'est petit à petit transformé en travail, c'est ça qui est génial. Moi, c'est un peu la même histoire. Je suis un grand passionné d'animation depuis très longtemps. J'ai commencé à bosser dans l'animation, j'ai fait mes études dans l'animation, une école qui s'appelle Les Gobelins à Paris. Puis je suis tombé dans l'animation japonaise simplement par la qualité de ce qui était proposé en animation traditionnelle. Voir les Sakuga, ça me rendait fou, je voulais faire pareil, et donc c'est comme ça que j'ai découvert la plupart des titres. Enfin Benoît. Et moi, pas très original, un petit peu comme Olivier Fallet. Club Dorothée, Récréa 2, donc Goldorak, Albator, Dragon Ball. Tout ça, merci TF1, merci Antenne 2 à l'époque. C'est comme ça que j'ai plongé dedans et en fait après c'est très très compliqué de s'en sortir. D'accord. Bon, alors merci pour cette expérience qui nous a conduit directement aux années 70 et 80. On va faire un petit bond dans le temps et je voulais savoir si tous les 3 vous seriez d'accord pour essayer de borner un petit peu peut-être le point de départ véritablement de l'offre streaming en France à l'année 2009. Alors on en parle souvent de cette année-là, par exemple avec la fondation de Wakanim. Est-ce que vous seriez d'accord pour borner ça à ce moment-là, ou alors est-ce que c'est un peu avant, ou vraiment le départ est peut-être même après? Voilà. Alors pour moi, c'est un petit peu avant. Je dirais que c'est 2006, avec l'arrivée du YouTube, qui a changé pas mal de choses sur la diffusion de vidéos sur Internet. Ensuite, les offres se sont plus ou moins organisées autour de ce que faisait YouTube. Proposer des offres et des services payants, des offres d'abonnement, des offres d'achat à l'acte. Donc je dirais plus 2006, pour vraiment l'arrivée du streaming sur Internet. D'accord, on renverse le 9 pour qu'il devienne 6. Est-ce que Olivier et Benoît sont d'accord? Disons que l'année 2009, ce qu'elle a peut-être de clé, c'est ce basculement sur l'animation japonaise. 2009, c'est la diffusion de Full Metal Alchemist Brotherhood en streaming sur Dailymotion, en gratuit par Dybex. C'est vrai que je crois que c'est la première série qu'on a pu suivre officiellement en simulcast. Et cette même année, la naissance des services Caseplay,
qui est, je crois, un des ancêtres d'une partie d'ADN, L'ADN, exactement. et qui a ouvert son service à la fin de l'année. Et Wakanim, je crois qu'il a commencé aussi, 10 ans, qui commence cette année-là. Peut-être, alors, je ne crois pas encore le simulcast, mais en tout cas les premières séries en catalogue. Si, même le simulcast, parce qu'en plus de Caseplay et de Wakanim, c'était c'est fin 2009 et tout début 2010, mais on est vraiment dans la même période. Genzai aussi, que j'ai eu la chance de créer en partenariat avec Crunchyroll à l'époque. Donc c'est effectivement on va dire une bonne borne, mais sachant qu'à l'époque c'était vraiment embryonnaire et que la VOD elle était beaucoup plus transactionnelle, c'était plutôt du YouTube, du Free, du Orange, si on veut parler de services qui étaient en France à ce moment-là. Est-ce que dès le départ, il y a un frémissement en France où il a fallu s'accrocher quelques années? Alors là, c'est peut-être le deuxième point historique qu'on peut aborder. Voilà, à quel moment ça devient intéressant et où on sent que le public français accroche? Alors pour l'animé, je pense qu'il y avait un engouement avant les offres légales qui étaient déjà en place en France. Donc dès que les offres légales sont arrivées, il y a eu cet engouement de pouvoir consommer finalement légalement les dessins animés. Donc, on a eu la chance d'arriver à ce moment-là, à ce moment où le streaming se développait en France. Ensuite, le marché à l'époque était un peu plus tourné vers le gratuit, financé par la publicité. Donc c'était aussi quelque chose de très facile d'accès et qui rassemblait très rapidement finalement beaucoup d'utilisateurs. Donc il y a eu un engouement, en tout cas pour Wakanim, qui a été quasiment immédiat. Oui, Engouement qui existait déjà, on va dire, de manière un peu moins officielle. Et effectivement, l'arrivée, on va dire, un peu plus officielle de services comme Wakanim, comme Crunchy, comme Genzai à l'époque, puis Caseplay qui est devenu, en fusionnant avec Genzai ADN, a permis de vraiment motiver ça. Mais moi je rebondis sur ce que tu disais, Olivier F. C'est vraiment la première expérience d'Ibex avec Dailymotion qui était la première expérience, on va dire, officielle sur une, on va dire, pas une plateforme spécialiste comme pouvaient l'être les nôtres, mais une plateforme très très généraliste, Dailymotion, qui a vraiment boosté et qui nous a permis, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, d'avoir aussi une approche un peu plus didactique, pas didactique, mais éducative auprès des équipes de fansub et d'arriver, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on se lançait dans des offres en fait officielles. En fait, il y a eu une transition entre, on va dire, le début du déclin du DVD et, comme on l'a dit, l'arrivée d'Internet, le fait d'avoir des accès qui permettaient... On est passé d'un Internet où on pouvait juste regarder des pages web avec quelques images qui mettaient un certain temps à se télécharger, à la possibilité de diffuser des vidéos, soit en streaming, soit en téléchargement. Voilà, après, la première chose qui a pris le pas, évidemment, c'est la diffusion illégale et un peu sauvage de ces contenus. Et il a fallu attendre quelques années, et effectivement les années 2009 pour ce qui concerne les contenus japonais, pour arriver à structurer ça et arriver à proposer une offre légale et surtout arriver à convaincre les producteurs japonais de créer, enfin de pouvoir céder les droits, parce qu'au départ, on part sur quelque chose qui n'existe pas en fait. Il a fallu créer des contrats, créer un cadre, comment vendre légalement des séries. Et effectivement, le streaming, il s'est malheureusement développé tout seul. Il n'a pas attendu l'offre légale, mais à partir de 2009, effectivement, les choses commencent à se mettre en place. Et alors, on va parler juste après du Japon, mais là, je voudrais juste poser une question au niveau du public. Comment le public prend cette arrivée d'une offre légale? Voilà. Est-ce qu'il a fallu faire un petit transfert d'image? On passe des méchants qui veulent récupérer un peu d'argent, clairement, face aux gentils pirates. Est-ce qu'il a fallu œuvrer aussi là, une bonne communication pour justement faire rentrer un petit peu cette communauté de fans dans un cadre légal? Alors il y a eu une période de transition où effectivement il a fallu être pédagogue et expliquer pourquoi les offres légales étaient en place. C'était plus ou moins simple au début parce qu'on était des offres gratuites financées par la publicité. Donc finalement, on remplaçait, on proposait une alternative à ce qui existait avec le fansub, qui était fait sans autorisation et de manière illégale. Donc effectivement, il y avait des communautés très fortes qui étaient en place. Et il a fallu que derrière, les acteurs du légal expliquent pourquoi on était présent, quelles étaient les raisons, les objectifs. Qu'est-ce que c'est être légal? Parce que finalement, les gens... Ils regardaient des dessins animés, et pour eux, regarder un dessin animé, que ce soit d'une manière légale ou illégale, ça ne change pas grand-chose. Donc il y a tout un travail, effectivement, d'information qui a pris plusieurs années. Mais je pense que ça fait partie des étapes qu'il y a dans un marché quand
quand on lance ce genre de service. Et donc pour nous, en tout cas, cette étape a duré, on va dire, 2-3 ans. Le temps vraiment que les gens s'habituent à nous voir dans le paysage et à comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on est là. Et quelle est notre valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on apporte finalement au marché de l'animation japonaise. Et nous, ça a été encore plus compliqué que pour Wakanim, parce que ce soit Genzai ou ADN par la suite, on avait à l'époque, au départ, une offre uniquement en SVOD, uniquement en payant, et on avait très peu d'offres en gratuit, donc il a fallu vraiment, j'appelle ça éduquer, mais c'est plutôt discuter, et c'est vraiment passé par des phases de discussion. Bien évidemment, parfois, il y a eu un petit côté répressif qui nous a joué quelques tours, qui a un petit peu nui à notre image, mais qui nous a surtout offert la possibilité de discuter, de dialoguer, et en expliquant, comme le disait exactement Olivier, en expliquant pourquoi c'était une nécessité, et que quand ils achetaient du DVD, ils payaient de l'animation, et cet argent en fait repartait au Japon à des créateurs. C'est exactement pareil pour le streaming, pour le simulcast ou pour la VOD par abonnement. Cet argent, en fait, il n'est pas chez nous, il n'était pas que chez nous, il part surtout beaucoup au Japon. Alors ça fait une bonne transition pour parler du Japon. Comment ça se passe avec eux au départ? Justement, Olivier, tu as commencé à aborder la question. Un service de streaming international ou à la française, on reviendra aussi sur la différence après. Mais le travail avec les Japonais au début, comment vous êtes reçus? Est-ce que vous êtes accueillis à bras ouverts parce que la France est peut-être un pays très porteur pour la culture japonaise, ou au contraire, il faut faire comme ce qu'a pu faire le manga, un travail de longue haleine, d'appréciation réciproque. Voilà. Comment ça s'est passé les premières années avec les Japonais? Alors le cas de Crunchyroll est un peu particulier parce que Crunchyroll n'est pas seulement en France. Crunchyroll au départ est né aux États-Unis. Et justement, Crunchyroll a été un des premiers à aller négocier justement ses droits. Je pense qu'à un moment, certaines compagnies japonaises ont été pragmatiques, pas tous, mais en tout cas, ils ont pris effectivement la mesure. Ils ont compris que leurs contenus étaient diffusés à travers le monde, qu'ils étaient appréciés, mais qu'ils n'avaient aucun contrôle dessus. Et d'ailleurs, Crunchyroll, une des premières licences qu'ils ont négociées, c'était Naruto. Alors, aux États-Unis, bien sûr. Mais ça, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps parce que vous savez, les Japonais, quand c'est quelque chose, quand ils ne comprennent pas tous les tenants, les aboutissants, et surtout quand c'est quelque chose de neuf, comme on le disait, ils sont très réservés. Donc, c'est pas du jour au lendemain où toutes les sociétés ont eu confiance et ont accepté de vendre leurs droits en streaming. Donc c'était le cas de TV Tokyo et qui allait plus loin avec Crunchyroll, puisque le deal aussi c'était de devenir un des actionnaires de la plateforme pour directement contribuer et peut-être aussi garder un œil sur la diffusion des séries qu'ils leur vendaient. Donc c'est comme ça que ça a commencé, en tout cas du côté de Crunchyroll. Et grâce justement à TV Tokyo, TV Tokyo c'est Naruto mais c'est aussi Fairy Tail et d'autres titres très forts, grâce à TV Tokyo qui a été un des précurseurs et qui a accepté de nous confier l'exploitation streaming de ces séries, on a pu démontrer le côté bénéfique de ce nouveau modèle et petit à petit convaincre d'autres partenaires un peu plus réticents au début, mais derrière ça a permis de faire en sorte que tout arrive, que le gratuit se développe, alors que nos amis japonais au départ ne voulaient pas vraiment d'exploitation gratuite, ils avaient peur de la perte de valeur que ça puisse générer. Et maintenant, si je dis pas de bêtises, il y a quoi? Il y a une quarantaine ou une cinquantaine de séries par saison qui sont produites au Japon. Oui, c'est ça, à peu près 50 réparties sur les différentes plateformes. Et les 50 sont disponibles sur les 3 plateformes sur à peu près 70 voilà. animés qu'il y a à peu près par saison. Il y en a 50 qu'on peut regarder légalement en simulcast en France. Alors pour Wakanim, c'était un peu différent. C'est un peu une autre histoire parce que Kana existait avant le simulcast et était un éditeur DVD, Blu-ray et s'occupait aussi des droits télé. Crunchyroll est un acteur international, donc ils avaient déjà la plateforme américaine avant de sortir sur le territoire francophone. Wakanim, on était tout nouveau. Donc quand j'ai commencé Wakanim et que je suis allé au Japon pour la première fois, j'avais 21 ans. Donc ça a été difficile, ça a été un vrai challenge de convaincre les producteurs japonais finalement de me faire confiance et de nous vendre les premières séries. Donc ça a été vraiment un travail de longue haleine, on a dû travailler dur, on a dû prouver qu'on était capable. Un peu comme les héros de Shonen, on a dû persévérer et montrer la détermination.
Et on a finalement réussi à décrocher un titre, qui n'était pas un gros titre, mais qui nous a permis de lancer finalement le simulcast avec notre plateforme en France. C'était Que sa volonté soit faite. Le manga est d'ailleurs édité aux éditions Kana. Et ça a très bien marché. On a pu montrer qu'il y avait des centaines de milliers de personnes qui le suivaient en simulcast. Et grâce à ça, on a pu gravir échelon par échelon. Donc diffuser d'abord une série, ensuite pouvoir en acheter une deuxième, etc., jusqu'à là où on en est aujourd'hui. Donc on a vraiment commencé de zéro. On a dû convaincre les Japonais. Les Japonais, c'est une culture où beaucoup de choses se basent sur la confiance. Donc il faut réussir derrière à convaincre qu'on est digne de confiance. Et une fois que c'est fait, en général, ça se passe bien. Et on est la preuve, on peut perdurer dans ce métier-là et créer des liens de confiance à partir de rien. Donc voilà. Une sorte de Kizuna. Est-ce qu'on peut avoir votre avis sur ce qu'était le marché du streaming au Japon? À quoi ça ressemble? Est-ce que justement il était embryonnaire au moment où vous trois acteurs arrivez au Japon? Est-ce que développé en même temps que le marché international? À quoi ressemblait justement 2006, peut-être 2006-2009? À quoi ressemblait le marché du streaming là-bas? C'est arrivé un peu plus tard qu'on le pense, en fait. Le Japon a été le premier à proposer des contenus sur les mobiles avant même qu'il y ait les smartphones. Ils avaient déjà on pouvait lire certaines pages de manga sur ce qu'on appelait, je crois, le WAP à l'époque. Les premiers écrans, les premiers smartphones. C'était pas encore des smartphones, c'était les téléphones qui avaient des écrans un petit peu plus grands. Ils n'ont pas forcément pris le streaming quand il a commencé à l'international, notamment aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été rattrapé. Au Japon, ils sont moins dans l'exclusivité. Les plateformes de streaming partagent souvent à peu près les mêmes contenus. Il va y avoir quelques exclusivités quand même pour se distinguer, mais c'est plus un élément de plus dans la diffusion d'un animé qui passe à la télé, qui est également diffusé en streaming, qu'un gros marché à part entière. Et même les plus grosses plateformes de streaming mondiales qu'on connaît bien en France n'ont pas du tout les mêmes contenus qu'on peut trouver à l'international. Donc le Japon fait encore une fois bande à part et une exploitation du streaming qui n'est pas tout à fait pareille. Chaque pays est vraiment différent sur la consommation du streaming et sur Internet. Et le Japon avait un marché du DVD Blu-ray et un marché télévisuel qui était très très fort et qui est encore aujourd'hui très fort si on compare par rapport aux autres pays. Donc ça explique aussi pourquoi le démarrage de tout ce qui est streaming, vidéo à la demande, s'est fait un petit peu après. Parce que le marché était plus protégé au niveau des acteurs du DVD et du Blu-ray. Le DVD de location, c'est encore quelque chose qui fonctionne aujourd'hui, alors qu'en France, on n'a plus de vidéoclub depuis des années et des années. Voilà, donc effectivement, ils sont encore restés sur ces moyens-là. Et surtout, les animés au Japon, ils ne sont pas diffusés à 18h. Certains sont diffusés à 18h ou à 19h le soir, mais ils sont plutôt diffusés à minuit ou 1h du matin ou 2h du matin. Donc on est vraiment dans une culture de la consommation de l'animé qui est un peu différente de la nôtre. Ce qui peut aussi expliquer une des raisons je ne vais pas appeler ça du retard, mais en fait de la méconnaissance peut-être du... Oui, méconnaissance, où ils y sont arrivés plus tard sur le streaming en lui-même, mais par contre ils étaient énormément en avance, comme tu le disais toi Olivier, ils étaient en avance sur nous sur la consommation numérique, parce qu'ils lisaient tous des mangas, mais sur leur téléphone. Dans le métro, ils lisaient tous les mangas sur le téléphone. Pour le développement du streaming en Europe, cette fois-ci, est-ce que, encore une fois, la France est la clé, un peu, c'est ce que j'ai amorcé tout à l'heure, comme on a pu le dire pour le manga. Et puis vous avez tous des stratégies qui se développent peut-être sur les pays limitrophes. Est-ce que la France est le marché clé peut-être pour le développement du streaming de l'animé en Europe? Aujourd'hui ou avant? Aujourd'hui. Aujourd'hui, la France reste encore un pays que les Japonais regardent avec attention. C'est pas forcément le plus gros marché, mais il est toujours regardé avec une certaine attention. Mais ça, c'est plus lié à notre histoire, au marché du manga qui reste aussi assez exceptionnel en termes de choix et de diversité. Donc oui, c'est quand même un marché qui retient l'attention des Japonais. Pour nous, la France est le plus gros marché. Alors on a ouvert très récemment, l'année dernière, en Allemagne, en Russie, dans les pays scandinaves. Donc on fait différentes langues aujourd'hui. On sent quand même un engouement et surtout une expérience du streaming en France qui est plus importante, plus ancrée finalement dans les usages. Donc oui, je dirais que la France, pour nous en tout cas, reste le centre de ce marché-là en Europe. Oui, Benoît.
et pour moi, c'est plus simple parce que c'est mon unique marché, entre guillemets. Bon, si je mets la Belgique, la Suisse francophone, mais je suis qu'en Europe francophone. Mais comme le soulignait Olivier, moi j'ai la particularité ADN a la particularité d'appartenir, de co-appartenir à deux groupes, mais qui ne sont pas des purs players du streaming et qui considèrent le streaming et l'animation comme simplement des étapes ou comme des parties du marché global. On est aussi éditeur de manga, on vend aussi beaucoup à la télé et surtout beaucoup en merchandising. Et donc l'animé en fait est une étape dans ce modèle-là. Et pour la France, pour le coup, c'est très très important. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de visionnages, alors par mois, par an, comme vous voulez, choisissez le tempo, mais aujourd'hui c'est quoi? Si on se dit qu'en 2006-2009 c'était pas zéro, mais c'était embryonnaire. Aujourd'hui, ça représente quoi le nombre de visionnages en streaming en France? Nous, on ne communique pas trop sur les chiffres. On donne juste des gros chiffres globaux, mondiaux, qui du coup vont pas parler énormément. Bah, si Olivier donne pas les chiffres, je vais pas donner mes chiffres. Est-ce qu'on peut avoir, alors cette fois-ci, pas de chiffres, peut-être pas le brut, mais l'évolution? On est sur c'est quel... des dizaines de millions par mois. D'accord. Dizaines de millions de vidéos vues par mois, oui, tout à fait. Alors, je vais venir maintenant sur le thème du simulcast. Alors, le simulcast, est-ce que c'est le nerf de la guerre pour vos adhérents, vos clients? Est-ce que c'est ça qu'ils recherchent en priorité? Ou alors c'est une série complète qu'ils vont vouloir consommer rapidement en façon binge-watching? Quel est le modèle aujourd'hui du consommateur de streaming en France? Le premier consommateur d'animation japonaise, c'est vrai qu'il est plutôt jeune, il a entre 18 et 25 ans et il veut tout de suite, donc il veut du simulcast, il veut l'épisode 1 heure après sa diffusion au Japon. S'il a 3 minutes de retard, il commence à nous teaser, dire qu'est-ce qui se passe. Et oui, c'est le nerf de la guerre. En plus, notre fonctionnement à nous tous, on est sur la diffusion calquée sur la diffusion japonaise, donc un épisode par semaine, donc il y a une actualité perpétuelle. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais on a remarqué que quand on rajoute une série catalogue, ça fait le buzz sur l'instant, et puis après, elle est vite un petit peu noyée dans le reste du catalogue, alors que le simulcast, il y a vraiment une actualité, et c'est mis en avant continuel. Donc oui, le simulcast, c'est vraiment le nerf de la guerre, avoir les dernières séries, les plus attendues. Je pense que c'est ça aujourd'hui qui draine les audiences. L'autre raison, c'est que donc, ce public est plutôt jeune, donc il s'intéresse à des programmes frais et très récents. Le public plus âgé, qui a aujourd'hui plus de 30, même plus de 40 ans, il n'est pas encore trop consommateur, il reste attaché à l'ancien support, un beau coffret collector, un Blu-ray, et tant qu'il n'a pas expérimenté une plateforme de streaming, ça lui paraît un petit peu lointain. Il dit ouais, moi je préfère posséder l'objet, voilà. C'est quelqu'un qui change d'avis en général dès qu'on y goûte. On se rend compte que c'est très pratique d'avoir accès à tout un catalogue, de pouvoir le regarder un petit peu n'importe où. Donc je pense que c'est juste une question de temps. Et que une fois que les personnes de la génération d'après seront plus familiarisées avec le streaming, peut-être qu'il y aura possibilité, il y a un marché pour ajouter aussi, pour le coup, des séries catalogues, de constituer un catalogue peut-être nostalgique ou quelque chose comme ça. Mais à mon sens, c'est encore un peu prématuré aujourd'hui, ce public-là, c'est pas encore aujourd'hui ce qu'il recherche. Ouais. Moi j'ai une image pour ça, on dit qu'on surfe sur Internet, et le simulcast finalement c'est la vague la plus haute, et c'est là où on va surfer. Les autres vagues, forcément, elles sont un peu plus petites, et de plus en plus petites, plus le temps passe. Donc Wakanim en tout cas, on est une plateforme de simulcast, donc dédiée à cette diffusion quasi simultanée, et c'est là, à la pointe de cette vague, que derrière il y a l'audience, que derrière il y a le marché, et aussi ce que les gens ont envie de voir, parce que finalement c'est les gens qui font que le marché existe. Donc on se focalise nous sur cette vague, le simulcast. Je vais me différencier de mes petits copains, parce qu'effectivement, bien évidemment le simulcast, on ne peut pas passer à côté, c'est super important. Et après en plus ça dépend de la puissance de certains titres, mais quand on a des titres comme l'Attaque des Titans ou comme Dr Stone ou comme One Punch Man, c'est des titres qui font un nombre de vues qui est absolument impressionnant, mais la particularité de l'ADN, c'est vraiment de nous, comme tu le disais Olivier, on s'est vraiment déjà focalisé sur pas mal de séries un peu nostalgie. Et le cœur de cible qui est 18-25, voire peut-être parfois un peu en dessous de 18-25, nous on arrive à aller un peu plus haut en termes d'âge, et des séries comme Cat Size, des séries comme City Hunter
ou des séries de catalogue. Tu parlais de l'intégralité de séries, mais quand on a l'intégralité de Shippuden, de Bleach ou de Hunter x Hunter, c'est ultra consommé encore aussi. Donc on a vraiment cette démarche de consommateurs de simulcast instantanéité qui vont vraiment consommer. Et après, une autre typologie de fans qui pour le coup recherchent un peu plus de contenu, qui vont regarder sur la durée, ou d'ailleurs pendant tout un week-end, ils vont se faire tout Bleach pendant un week-end, et voilà. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que les séries ont un cycle de vie. Donc le cycle de vie, finalement, la première diffusion en général, c'est les plateformes de simulcast, mais ensuite il va y avoir différentes fenêtres d'exploitation. Donc il peut y avoir du DVD Blu-ray, il peut y avoir un passage télé, il peut y avoir ensuite un second souffle, une seconde vie sur des plateformes plus généralistes, Netflix, Amazon. Et ça, c'est important pour qu'une série marche. Il faut qu'elle soit exploitée finalement sur différentes fenêtres. Et en tout cas, à Wakanim, on se considère comme la première fenêtre d'exploitation, mais pas la suivante. Et après, une série qui a un très grand succès en simulcast, elle va rester en général un succès et elle va continuer de faire des vues au fur et à mesure qu'elle reste disponible sur la plateforme. C'est pas parce qu'elle est en simulcast qu'après elle est oubliée. Il y a des séries qui ont des durées de vie très courtes, qui font des fois du buzz, puis finalement 6 mois après elles sont noyées parmi une autre série qui va faire un autre buzz. Et puis après il y a vraiment les séries qui ont un certain statut et qui elles restent et qui continueront de faire des vues tout au long, pendant même encore 3 ans après, on voit qu'elles restent encore des fois dans le top 5 des séries les plus visionnées. Je vais prolonger sur le simulcast. Comment on fait justement pour que ce soit quasi simultané? Comment vous travaillez? Voilà, on vous envoie un fichier, vous avez quelqu'un dans un bocal qui s'occupe de traduire instantanément. Voilà. Expliquez-nous un petit peu les coulisses du simulcast. Alors contrairement à une idée reçue, ce n'est pas parce qu'on diffuse un épisode 1 heure après que vous avez qu'1 heure pour sous-titrer l'épisode. Eh bien non, et tout l'intérêt justement de travailler légalement, de travailler main dans la main avec les producteurs, une fois qu'on a la confiance, ça permet de recevoir du matériel en amont. Alors les délais varient, ça dépend des productions, ça peut être une semaine, même plus. Ça peut être 1 heure. Hein. Voilà. Et parfois, la production est sur le fil, plus sur la fin d'ailleurs de la série qu'au lancement. Voilà, on a des fois des épisodes qui ne sont pas encore tout à fait terminés, qui seront à la fin remplacés par un fichier final, mais en tout cas, en amont, on peut commencer à travailler sur la traduction, sur la synchronisation des sous-titres, sur la correction, et c'est ce qui permet... En fait, on pourrait très bien faire du H+0. En fait, on pourrait très bien la diffuser en même temps que le Japon. Ce délai d'1 heure, c'est pas un délai pour traduire la série, c'est juste le Japon qui va encore se garder cette fenêtre et dire la série, elle passe quand même d'abord au Japon et après dans le reste du monde. Vous parliez de respect, ça fait partie des limites que vous voudriez franchir, c'est-à-dire avoir vraiment un simulcast pur et parfait, ou c'est en bonne intelligence, vous vous dites, bon, à 1 heure près, on peut leur laisser la primeur quand même de la diffusion. Non, le simulcast parfait, c'est-à-dire en même temps que le Japon, ça existe, ça a déjà été fait par Crunchyroll, ça a déjà été fait par Wakanim aussi, je pense qu'ADN l'a déjà fait aussi. On l'a même déjà fait avant, on a eu des exclusivités où on a pu diffuser un épisode ou une série avant la diffusion télé au Japon. Et ce qu'il faut comprendre aussi au Japon, c'est que les chaînes de télé ne sont pas nationales, c'est des chaînes de télé qui sont par ville en général. Et quand Wakanim ou Crunchyroll diffusent, on est avant plein de villes japonaises. Donc en général, on est avant Kyoto, on est avant d'autres villes. On se base vraiment sur l'horaire de diffusion de Tokyo. Donc finalement, le simulcast, que ce soit 1 heure après, 1 heure avant, ça ne change pas grand-chose. C'est juste qu'il faut qu'il y ait la primeur à Tokyo pour les chaînes de télé qui ont coproduit le programme. Et pour le coup, on ne va pas s'amuser à faire du H+0. On a une nécessité de grand respect des épisodes et des œuvres qui nous sont confiées et du timing. C'est-à-dire que si on s'amuse à outrepasser nos droits et le faire un petit peu avant, ça peut très mal se passer quand même. J'ai une question par rapport au public. Comment vous répondez à leurs attentes et finalement comment vous construisez vos catalogues? Alors je ne sais pas, est-ce que vous faites très attention? Est-ce qu'il y a encore du courrier qui peut vous apparaître? En festival, est-ce que c'est l'occasion de sonder, de tester peut-être des attentes sur de nouvelles séries? Comment vous interagissez? Comment vous récoltez les desiderata du public? Ouais, je peux commencer. Déjà, en tant que, entre guillemets, faisant partie d'un groupe d'éditeurs, bien évidemment, je vais me baser sur les titres que nous éditons en manga.
ou qui sont édités en manga. Ensuite, bien évidemment, les retours de fans directs, soit sur la plateforme, soit sur les réseaux sociaux, soit sur Internet. Il y a pas mal de sites spécialisés. Après, on peut aussi avoir des accords particuliers ou des accointances particulières avec certains ayants droit. Et tout simplement aussi, c'est des choses qui peuvent arriver. On a le droit à des coups de cœur. Le cas de Crunchyroll est un peu particulier aussi puisque on ne choisit pas des séries spécialement pour la France puisque Crunchyroll est en 8 langues et dans de nombreux pays. Donc c'est piloté tout d'abord par un comité aux États-Unis. On a ensuite un bureau au Japon qui négocie directement les droits. À Crunchyroll, comme j'imagine chez vous, il y a aussi des fans d'animation japonaise. Donc il y a d'abord des petits sondages en interne qui sont faits régulièrement où on partage aussi les tendances et les choses qu'on voudrait voir arriver. Bien sûr, l'occasion de faire des salons, c'est aussi l'occasion de tester un peu la réaction des gens en live. Après, quand on est dans une offre par abonnement, on fonctionne sur un peu la globalité. L'idée, comme on souscrit un abonnement et qu'on a accès à plein de choses, l'idée c'est d'avoir aussi, je pense, les séries que tout le monde attend, on sera tous d'accord à peu près lesquelles elles sont. Il n'y en a pas 36 000 par saison, donc celles-là, on a tous envie de les avoir et on devine que c'est celles qui sont les plus attendues. Mais après, ce qui fait la différence, effectivement, c'est comment composer l'offre. Nous, on essaye de mettre un petit peu de tout, un peu de comédie, un peu de robots, et c'est ça, en fait, après, qui plaît aux gens. Et encore plus, dans ce système par abonnement, quand vous souscrivez, vous n'allez pas regarder tous les simulcasts qui sont proposés, parce qu'à moins d'avoir vraiment beaucoup de temps. Mais par contre, au bout d'un moment, vous avez la garantie que vous devriez normalement trouver votre bonheur si vous faites confiance effectivement à la plateforme et à ses choix au fil des saisons. Nous, de notre côté, on essaie de choisir ce qu'on aime en premier. Donc on fait le point avec l'équipe, on regarde le line-up qui va venir. Donc on a différentes conventions où on va au Japon, où on nous présente les titres 1 an à 6 mois à l'avance. Ce qui nous permet d'avoir une visibilité. Et ensuite, on a des espions dans chacun des studios qui nous disent ce titre-là, il est bien, l'animation va être parfaite. On connaît aussi les auteurs, donc on sait que cet auteur, on l'a beaucoup aimé sur ses précédentes œuvres, sur ce qu'il a fait, donc on va essayer de le suivre et de voir ce qu'il fait de nouveau. Donc on fait un mélange de tout ça, de ce qu'on aime, de ce qu'on attend, de ce qu'on entend dire de bon. Et finalement, on construit un line-up. Alors nous, on n'a pas beaucoup de titres par rapport à nos deux concurrents. On est plus sur du 8 à 12 titres par saison et on essaie de faire une sélection précise, donc vraiment de trouver ce qui nous plaît d'abord à nous parce qu'on sait que ça va plaire au public, parce qu'on est des passionnés aussi. Donc voilà. Alors vous venez de parler de temps passé. Peut-être que ça fait rêver beaucoup de personnes dans le public, mais combien de temps vous accordez au visionnage au quotidien? Animé uniquement? D'animé. Moi je dirais 1 heure par jour. 1 heure. Ouais. Après j'ai des collègues qui regardent forcément beaucoup plus, mais moi à mon niveau 1 heure. Ouais. Benoît, Olivier? Ouais, à peu près 1 heure, parfois moins, en tout cas pas assez. Pas assez, c'est pas possible. Alors moi je délègue, bien évidemment, comme dit Olivier, on n'est pas tout seul, donc il y a des équipes. Et il y a des équipes et il y a des gens qui font presque que ça. Et moi, j'ai la chance d'avoir une petite team dédiée à la maison. Et donc, je délègue aussi pas mal. Et ils regardent. Et ils me disent, ils me donnent... mes enfants me disent aussi ce qu'ils aiment pas. Et voilà. Alors moi, à titre personnel, pas assez autant que je voudrais. Mais parce que pareil, je sais que ça peut paraître bizarre. On ne peut pas regarder tous les épisodes de tout ce qu'on propose. Puis après... Je sélectionne aussi par affinité, mais oui, j'essaye quand même de suivre. Alors d'une, les séries les plus importantes pour quand même savoir de quoi on parle, et de deux, les coups de cœur ou les choses qui me tiennent à cœur. Et après le simulcast aussi, la problématique du simulcast, c'est que on se positionne sur des titres qu'on nous a présentés, mais sur lesquels on a je vais pas dire rien vu, parce qu'on a peut-être vu un petit PV ou une petite bande-annonce, mais on a rarement vu un épisode en entier avant qu'il soit diffusé, ou en tout cas quelques jours avant qu'il soit diffusé. Donc c'est vraiment comme le disait Olivier, c'est vraiment des paris qu'on fait sur des équipes, sur des titres ou sur des coups de cœur. Et après, on croise les doigts et on espère que la qualité va suivre, et surtout que la qualité va suivre sur les 12 épisodes. Moi, en général, j'évite de regarder les séries Crunchyroll et ADN, simplement pour pas être jaloux d'avoir raté quelque chose. Donc, je me concentre sur Wakanim. Et Olivier, tu l'as abordé un peu, mais
voilà, du coup, quand vous allez au Japon, vos rendez-vous, ça ressemble à... On vous met dans une salle et vous allez voir 3 épisodes d'affilée. Après, vous vous déplacez dans un studio. Ça ressemble à ça, justement, pour essayer de dénicher la future série qui va marcher sur vos plateformes. Alors en général, dans les conventions au Japon, c'est des rendez-vous très cadrés, d'une demi-heure, top chrono. Donc on a une demi-heure pour voir le line-up, qui peut faire 3 à 4 séries. Donc en général, on a des présentations papier, donc des documents où ils nous montrent... Ils nous montrent les séries sur des trucs comme ça, quand même. Ouais. Donc en fait, c'est pour ça que c'est important de connaître le marché, de connaître les auteurs, d'avoir un network finalement sur place. Parce que ce qu'on nous montre en général, c'est assez faible pour pouvoir vraiment avoir un jugement ou un avis sur la série. Et c'est important de travailler, de savoir ce qu'il y a derrière, qui est derrière et ce que les gens en attendent. Est-ce que vous avez eu... Alors, on a défini tout à l'heure le public par rapport à son âge, mais peut-être en termes de goût, d'affinité, est-ce qu'il y a des séries qui marchent très fort chez nous en France, peut-être, qui ont du succès au Japon, mais peut-être un peu moindre. Est-ce qu'il y a, comment on peut se définir aussi le public français par goût? Tu as parlé tout à l'heure des différents genres. Est-ce que le sport marche? Est-ce que la comédie marche en termes d'animé? Ou on est sur un peu comme le manga parfois, avec un marché qui se distingue d'abord par le shonen? Il y a des standards, il y a des séries qui marchent aussi bien au Japon qu'en France ou dans d'autres pays. Le cas le plus souvent, c'est plutôt des séries qui marchent très fort au Japon, mais qui ne vont pas convenir au public occidental. Notamment les choses très marketées, des séries sur les idols par exemple, des choses comme ça. Au Japon, il y a vraiment un marché pour ça. Et puis la série n'est qu'un élément parmi tout un tas de communications, des concerts, des seiyuu très connus. Donc quand en France, on a juste la série, déjà ça perd un peu de l'intérêt. Et forcément, à part les fans niches qui s'intéressent à cette licence et qui vont être contents de suivre la série, ça sera difficile de recréer un engouement ou un phénomène qui a pu être au Japon. Les cas inverses, des séries qui marcheraient bien en France ou à l'étranger et pas trop au Japon, c'est assez rare quand même. Sans parler d'échecs, je sais que The Rising of the Shield Hero, qu'on a diffusé la saison en début d'année, a eu plus de succès a priori à l'international. Non pas que ça a été un échec au Japon, mais en tout cas le succès a vraiment été plus important à l'international. Mais c'est quand même assez rare ce genre de choses. Je donnerai pas de titre parce qu'on sait jamais, on peut peut-être être écouté, mais il y a quand même, on a la chance en France d'avoir un public de connaisseurs et on a quand même pas mal de titres qui, pardon, je te coupe, mais on a pas mal de titres qui fonctionnent parfois, ou en tout cas sur lesquels il y a un plus gros engouement qu'au Japon. J'en ai moi 2-3 en tête là, qu'on a diffusé récemment et où les Japonais nous demandent, ça fonctionne vraiment aussi fort? Il y a les titres anthologiques aussi. Dragon Ball par exemple est beaucoup plus populaire aux États-Unis, en Europe que ça a pu être au Japon. Donc ça existe, oui. Et pour autant, est-ce qu'ils regardent les audiences? Est-ce que les Japonais regardent alors là, on peut peut-être élargir, mais est-ce qu'ils ont... Alors non seulement ils ont des contrats avec vous, voilà, ils passent des contrats, mais est-ce qu'ils regardent quand même les résultats? Est-ce que ça les intéresse de savoir ce qui marche à l'étranger? Le Japon produit encore malgré tout d'abord pour eux, et c'est quelque chose qui change petit à petit. C'est vrai qu'aujourd'hui ils sont plus intéressés et les revenus que peuvent générer des séries à l'étranger peuvent avoir de l'importance, alors qu'avant c'était vraiment très très négligeable, ce qui fait que c'était vraiment quelque chose qu'ils considéraient dans un second temps. Voilà, je dirais c'est un peu du cas par cas encore. Il y a encore des sociétés qui restent très centrées sur le Japon, d'autres qui s'ouvrent plus à l'international. Crunchyroll, depuis quelques années, on coproduit des séries avec le Japon. On investit en amont dans les comités de production, ces fameux comités qui réunissent les différents investisseurs. Il y a encore peut-être 5 ans, c'était presque impensable qu'une société étrangère puisse investir dans une production japonaise, enfin, à moins de faire une vraie coproduction, mais investir dans une production japonaise, c'était très compliqué. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils considèrent différemment. Et j'imagine la crise est passée aussi un peu par là, et boucler un budget en allant chercher finalement de l'argent auprès d'une société comme Crunchyroll, ça peut faire effectivement la différence et permettre de boucler quelque chose. Donc ça, oui, c'est des signes qui montrent qu'aujourd'hui le Japon est beaucoup plus ouvert
Maintenant, de là à dire, est-ce qu'ils regardent vraiment les résultats pour modifier leur comportement? Je suis pas certain. Non mais, alors pardon Olivier, mais justement dans ce que tu viens de dire, à partir du moment où vous faites partie du comité de production, est-ce qu'il va y avoir quand même une influence sur le résultat final? Oui. J'ai pas Est-ce que entendu tu la penses fin de la qu'il y aura quand même une influence sur le résultat final? Si vous n'aviez pas été là, la série aurait été différente. Aujourd'hui, forcément. non. Nous, quand on coproduit, on veut juste donner de l'argent pour qu'ils continuent de faire des séries entièrement japonaises telles qu'il les fait. Et le service, c'est ce qu'attendent les gens. D'ailleurs, les gens, ils veulent voir de l'animation japonaise. Ils veulent pas forcément voir des coproductions ou des choses. Donc, j'ose espérer pour l'instant que non. Après, je ne peux pas savoir si... Est-ce que sur un plus long terme, ça peut les amener à modifier la création d'un projet pour aller chercher des capitaux? Là, je n'ai pas la réponse aujourd'hui à cette question. Alors moi j'ai une expérience qui est un peu différente parce que Wakanim a été racheté en 2015 par un gros producteur japonais. Donc, ce producteur s'appelle Aniplex. Aniplex produit énormément de séries d'animation chaque année. Aniplex fait partie aussi de beaucoup de comités de production au Japon. Et justement cet investissement qu'ils font sur Wakanim montre l'intérêt qu'ils ont à l'international. Ils ont envie de s'implanter dans ces territoires-là. Ils ont permis à Wakanim d'ouvrir dans de nouveaux territoires. Donc on est présent sur le territoire russe, qui est complètement nouveau. Il n'y avait pas d'offre légale en Russie avant. On est rentré sur le territoire allemand. On est ouvert sur le territoire nordique, donc toute la partie scandinave. Donc de mon expérience, oui, il y a un impact. Il y a une envie en tout cas d'aller à l'international directement de la part des différents acteurs japonais. Après, les deux avis, je partage les deux avis et mon cas est encore un peu particulier. C'est-à-dire que moi j'ai une forte demande ou pression, le mot est un peu fort, mais j'ai une forte demande de la part de mes partenaires japonais, à la fois sur comment ça fonctionne et chez qui ça fonctionne quand c'est diffusé sur ADN, voire après en DVD ou en télé, mais aussi est-ce que ça a un impact ou non sur les ventes de mangas? Et c'est quelque chose, moi c'est des questions qui me posent beaucoup, du fait justement, j'en reviens, mais de l'appartenance au groupe et surtout d'avoir beaucoup de séries qui sont adaptées en manga. Alors ça justement, tu me fais la transition. Est-ce qu'on le sait ça? Est-ce que le visionnage d'un animé en streaming va permettre à du public de découvrir et d'aller dans les librairies pour acheter des mangas? Est-ce que c'est un cercle vertueux qui s'installe dans cette économie-là? Moi j'ai tendance à... Je vais faire très bref et je vous laisserai la parole, mais moi j'ai tendance à dire que oui, j'ai pas mal d'exemples. Pas le dernier en date, mais le plus flagrant, c'était quand Radiant est sorti l'année dernière. C'était en octobre, à la fois sur Crunchy et sur ADN. Les ventes de mangas chez Ankama, qui sont là-bas, ont vraiment décollé et ils en étaient très très contents. Après, sur des séries qui sont des gros best-sellers, l'impact va être un peu moindre, mais sur des séries, on va dire, de milieu de plateau qui se vendent correctement, mais qui ne sont pas le top du top, l'impact est très significatif. Oui. Nous, on travaille beaucoup la cross-promotion avec les éditeurs manga. Donc, quand un titre est adapté d'un manga, on essaie de lui donner une visibilité. Et ce qu'on voit, c'est que ça marche bien. C'est quand un titre fonctionne très fort en animé, Attaque des Titans par exemple, forcément les ventes du manga décollent en parallèle. C'était le cas avec des titres aussi un peu plus petits comme Erased par exemple, qui est édité chez Kiun. On a fait l'animé a été très populaire et ça a permis d'avoir une nouvelle visibilité pour le manga. Donc oui, c'est quelque chose qu'on essaie de faire et d'expérience, le manga et l'animation, c'est des choses qui sont à travailler en bonne intelligence et en collaboration. Je pense en fait ça fonctionne aussi dans les deux sens. Évidemment, quand on récupère un animé et qu'il est déjà publié en manga en France et s'il a déjà un certain succès en France, là, forcément c'est un terrain propice et on sait que le lancement sera beaucoup plus facile. L'adaptation animée, elle est beaucoup plus attendue que quand on sort un animé dont le manga n'existe pas et qui est complètement inconnu. Et donc à l'inverse, effectivement, pour faire aussi de la promotion commune avec les éditeurs de manga, on sait qu'il y a déjà eu des effets qui ont poussé, The Rising of the Shield Hero chez Doki Doki, moi quand je me réincarne en slime chez Kurokawa, il est certain on nous a dit oui qu'il y avait un effet visible des ventes une fois que l'animé avait été diffusé et surtout qu'il avait bien marché. C'est évidemment si l'animé ne marche pas plus que ça, c'est quelque chose qui ne sera pas perceptible. Et d'ailleurs pour qu'on ait une idée, est-ce que vous pouvez nous dire sur chacune de vos plateformes l'animé qui marche le plus? Alors ça c'est en 1 et en 2 peut-être celui qui vous a le plus surpris. Voilà, en termes de visionnage.
Alors sur Crunchyroll, le plus gros succès à ce jour, c'est Black Clover, la saga JoJo's Bizarre Adventure, et puis plus récemment, Shield Hero et moi quand je me réincarne en slime. Et personnellement, dans les surprises, il y avait eu Yuri on Ice, une série sur le patinage, même si on voyait déjà un peu la qualité de l'animation dans le teaser. On n'aurait pas imaginé qu'une série comme ça, avec la romance qu'il y a dedans, puisse avoir un tel succès. Pour Wakanim, les séries qui marchent le mieux en ce moment, c'est Promise Neverland, Attaque des Titans, bien sûr, Demon Slayer, Sword Art Online. Et la série qui nous a le plus surpris, c'était justement au début de notre plateforme Wakanim, c'était Sword Art Online. Personne n'y croyait. On a réussi à récupérer la série très facilement. Et au final, ça a été un énorme succès. Donc voilà. Et sur ADN, sans surprise, One Punch Man, Boruto et Fairy Tail et One Piece. Voilà, pas vraiment surprise, je suis désolé. Par contre, les vraies surprises qui m'ont marqué, Overlord, mais elle était attendue, donc, mais Overlord vraiment m'a étonné. Et après, j'en ai une qui date d'il y a quelques années aussi. C'est là où on voit qu'on se fait vieux. C'était No Game No Life, qui était une petite série ultra otak et qui avait super cartonné. Et là, j'étais très très étonné. Et mon coup de cœur de la saison précédente, c'était Kono Totomare, une série sur le koto. Donc tu te dis, ça va intéresser personne, c'est vraiment trop niche. Et la construction de la série, je reboucle sur ce que disait Olivier, c'est très important de savoir qui va faire la série. La construction de la série façon shonen a fait qu'elle a fonctionné super bien sur la plateforme. Et je suis très très content parce que c'est vraiment l'objectif du simulcast, c'est effectivement... C'est très bien d'avoir Black Clover, One Punch ou Attaque des Titans, mais c'est pas mal d'avoir des séries comme Kono Totomare ou même Sword Art, de pouvoir lancer des séries comme ça et de les faire découvrir. C'est l'objectif de ce genre de plateforme, et c'est de vous faire découvrir et de faire découvrir au public des trucs qu'il n'aurait pas forcément été voir. Alors, merci encore de me faire la transition, mais justement, tu n'y peux rien. Je vais poser une question sur la diversité. Là, vous avez cité beaucoup de titres différents, diversité de genre, de construction d'histoire, de personnages. Est-ce que vous diriez que le marché de l'animé a toujours été aussi diversifié et qu'on ne le savait pas? Ou est-ce que les auteurs au Japon proposent de plus en plus des choses différentes et même des histoires d'amour entre un patineur et son professeur? La grande différence, c'est que la diffusion en numérique est quand même plus souple que l'édition physique. Quand on devait sortir un DVD, on achète les droits et après il y a un investissement lourd, il faut presser les DVD, il faut les mettre. Donc du coup, la prise de risque sur quelque chose d'un petit peu perché ou d'un petit peu pointu, elle est très importante et on n'a pas envie de se prendre 90% de retour d'un vendu. Alors, on n'a pas envie non plus d'acheter une série en streaming et que personne ne la regarde en streaming. Bien sûr, quand on a un coup de cœur ou quelque chose un peu particulier qu'on veut défendre, ça reste toujours un risque. Mais l'investissement de rajouter un titre sur une plateforme de streaming, finalement, vous aurez les droits et puis il y aura la traduction. Mais on peut plus se permettre, et puis encore une fois, dans une offre par abonnement, l'objectif c'est d'avoir aussi, comme je le disais tout à l'heure, une certaine variété. Donc, on peut se permettre, je vais prendre l'exemple des séries de robots géants. C'est quelque chose qui ne marche pas très bien en France. Voilà, on a tous essayé de faire du Gundam, des mégas. Il y a eu quelques grands succès par le passé, mais ça reste assez niche. Par contre, effectivement, quand on propose une quinzaine de simulcasts, mettre dedans une série de mécas, même si ça ne sera pas la plus regardée, ça contribue à justement agrémenter l'offre et à dire, voilà, le fan de mecha, il saura qu'il aura quand même quelque chose à voir là-dessus. Donc du coup, il y a cette souplesse aussi et du coup, l'investissement un petit peu moindre que la prise de risque de sortir une édition physique qui permet aujourd'hui d'aller chercher des séries un petit peu particulières. Et puis dans l'animation, il y a aussi vraiment des séries complètement barrées. Le producteur sait très bien que ça, il ne va pas en demander des 1000 et des 100 parce que c'est un truc particulier. Et donc du coup, ça peut être aussi
des petites choses qu'on peut rajouter. Nous, on a par exemple beaucoup de petits formats courts qui sont des fois des petits studios indépendants qui font des choses. Évidemment, c'est pas les simulcasts les plus regardés, mais des fois, il y a des trucs qui sont des vraies curiosités, quoi, qui sont originales. En plus, c'est des formats courts, donc du coup, un épisode de 3 ou 5 minutes, ça va, ça coûte pas très très cher à mettre, mais ça permet aussi, encore une fois, d'élargir un petit peu la diversité et puis de tenter, et du coup de temps il y en a des fois qui marchent bien, notamment la série avec Randa-san, le vendeur le libraire squelette qui tient sa librairie, voilà, elle a fait son petit buzz et c'est un truc, l'animation est assez minimaliste, ça dure 5-10 minutes l'épisode, mais voilà, s'il y avait un coup de cœur sur cette série et on peut se permettre de rajouter ça, il faut pas que l'offre, il y ait que des séries comme ça bien sûr, sinon personne va s'abonner pour ça, mais voilà, en rajouter une comme ça a tout à fait sa place. Alors ma réponse, c'est celle d'un fan d'animation. Pour moi, l'animation, c'est un médium qui permet de raconter tout et n'importe quoi. Donc on peut faire ce qu'on veut en animation, on peut laisser libre cours à son imagination. Et ça, les Japonais, je pense qu'ils l'ont bien compris. Il va y avoir des œuvres tellement variées. Finalement, l'animation japonaise, c'est pas un genre en soi, c'est un médium, comme le cinéma. Et dans ce médium, il y a différents genres qui sont représentés. Donc l'idée chez Wakanim, c'est qu'on essaie de représenter un peu tous les genres, donc de piocher à droite à gauche, et bien sûr des fois d'avoir la petite pépite ou le petit truc atypique qui fait qu'on sait qu'on est dans de l'animation, on sait que ça a été produit au Japon, parce que ça aurait été difficilement pu être produit ailleurs. Donc voilà, on essaie d'être varié sur ce qu'on propose. Et c'est vraiment le streaming et c'est vraiment la diffusion numérique qui nous permet d'être aussi éclectique dans ses choix, mais pour répondre à ta question, c'est quelque chose qui existait déjà auparavant. C'est une offre qui a toujours existé. Comme le disait Olivier, l'animation au Japon, elle est sur différentes télés et parfois c'est diffusé à Kyoto et pas à Tokyo. Et donc cette offre existait, mais simplement les investissements étaient trop importants pour nous quand on était que éditeur DVD et qu'il fallait à chaque fois penser à un doublage, le vendre à la télé, etc. pour aller prendre ce risque, entre guillemets, d'aller proposer tel ou tel titre. Mais la diversité au Japon a toujours existé, comme elle existe dans le manga. Et alors, du coup, est-ce que eux ont toujours eu cette prise de risque, certes, mais est-ce qu'ils vous ont toujours présenté des choses où là, c'est la confiance aidant, ils vous proposent des choses peut-être différentes qu'avant? Est-ce que peut-être des choses qui sont pensaient peut-être trop japonaises et maintenant ils vous les proposent alors que c'était pas le cas avant? Est-ce que là aussi ça a pu jouer? En fait, ce ne sont pas seulement les Japonais qui nous proposent des titres, on s'intéresse tous à ce qui sort et des fois on est presque même au courant avant même que le service commercial ait reçu sa fiche. Donc en fait ça va dans les deux sens. Les Japonais proposent des nouveautés et nous-mêmes, si on a repéré un truc, la plus grande difficulté c'est de savoir qui va le vendre en fait et de trouver la bonne société à qui s'adresser pour acheter le titre. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas il y a aussi cette idée-là. Non mais avant qu'Olivier, le vrai fan d'animé, ne parle, moi qui suis, voilà, je suis en chemise, qui suis un petit peu hors norme, ils m'ont proposé, effectivement, ils ont vraiment changé, et de temps en temps, ils proposaient, on va dire, le mainstream, le grand public, et de temps en temps, ils commencent à proposer autre chose. Et surtout, ils sont très très étonnés, je rebondis sur ce que disait Olivier, ils sont très étonnés quand on va leur dire « Ouais, non mais attends, mais moi je voudrais ce titre-là. » Mais attends, mais t'es sûr ça? C'est un peu bizarre quand même, t'es sûr que ça marche chez toi? Et donc, leur perception de notre marché, de nos moyens de consommation va changer. Après, Olivier va me contredire, bien évidemment. Non, pas du tout. Non, mais mettez-vous à notre place, il y a des moments qui sont très drôles quand on a des rendez-vous avec les Japonais, qu'il faut qu'ils nous expliquent certains synopsis, certaines histoires qui sont justement complètement atypiques. Donc on a ce genre de situation où il y a des synopsis qui sont très difficiles à raconter. Par exemple, c'est des combats dans une arène où les héroïnes doivent se battre à coups de fesses. Et tout ça, en fait, nous on les voit, on en a plein qui nous sont racontés comme ça. Donc oui, des choses atypiques, on en a toutes les saisons. Et heureusement qu'ils n'arrêtent pas, c'est aussi ce qu'on aime. Et on est toujours à l'écoute et ouvert, quel que soit le scénario et quel que soit ce qu'ils nous proposent. Mais des séries un peu Yaoi ou Boys Love ou même, je sais pas comment ça s'appelle, mais Bloom Into You. Alors c'est tombé, on l'a en manga et il a plutôt pas mal fonctionné. Ce genre de nouveaux scénarios commence vraiment à arriver et ils nous le proposent beaucoup plus ouvertement qu'ils le faisaient ou qu'ils auraient pu le faire il y a quelques années.
puis il y a un nom qu'on a assez peu cité. Je voulais savoir si Netflix avait été un accélérateur pour vous, ou est-ce que c'est un géant qui vous fait peur? Un petit peu les deux, et forcément. Je raconte souvent cette anecdote. Moi, je suis arrivé chez Crunchyroll il y a 5 ans. Il y a 5 ans, il n'y avait pas encore Netflix en France. On me demandait qu'est-ce que tu fais maintenant, et voilà, j'expliquais, je travaille pour un service SVOD qui fait du streaming, qui diffuse de l'animation japonaise. Ah bon, mais c'est quoi? Mais comment ça marche? Mais c'est sur la télé, voilà. Le jour où est arrivé Netflix, tout de suite, la communication et effectivement le service lui-même et même les gens qui posaient cette question et qui se sont mis à souscrire à Netflix ont tout de suite compris. Et effectivement, maintenant, j'ai plus de facilité à leur expliquer comment fonctionne le service. Pour reprendre plus généralement sur l'animation japonaise, moi je pense que Netflix, c'est très positif le fait qu'ils s'intéressent et qu'ils aient une programmation assez pointue d'animation japonaise. Ce qui est très intéressant, c'est que si quelqu'un d'aussi gros et aussi généraliste donne de l'importance, va jusqu'à investir, produire des séries entièrement pour sa plateforme et en mettre régulièrement, c'est bien que notre travail, on ne s'adresse pas juste à une niche et à des fans perdus dans un coin qui aiment juste un truc bien pointu. Voilà, c'est la preuve, c'est quelque chose, Netflix est très généraliste et c'est la preuve que l'animation japonaise aujourd'hui peut plaire à tous les publics. Et donc ce qu'on fait, notre service peut aussi s'adresser à un public assez généraliste, même s'il n'ira pas regarder tous les tréfonds de nos catalogues. Donc en ça, c'est très positif. Après, oui, Netflix prend des séries des fois qu'on aimerait bien avoir et ça, ça fait chier. Pour Wakanim, Netflix a vraiment été un accélérateur parce que ça a été un client important de Wakanim. Comme je disais au début, il y a différents cycles d'exploitation pour un programme. Donc Wakanim, on focalise sur le simulcast et il nous arrive par exemple de pouvoir vendre des séries à Netflix, Amazon ou à ces géants finalement du streaming généraliste. Et donc derrière, ça donne un second souffle, une seconde vie à la série. Donc plutôt positif pour nous et plutôt un accélérateur à ce niveau-là. C'est très rare. Enfin, Netflix ne fait pas de simulcast ou très peu de simulcast. Et quand ils coproduisent des séries, en général, c'est ce qu'ils appellent les exclusivités Netflix. Elles ne nous sont même pas présentées au Japon, donc elles ne sont même pas en vente. Donc on n'est pas en concurrence sur ces titres-là. Pas plus, pas moins. C'est vraiment un partenaire. Ça a été un accélérateur du marché globalement parce que maintenant on parle de Netflix, on parle plus de SVOD, on parle de Netflix. Voilà, c'est plus simple pour tout le monde. Et après, effectivement, c'est un partenaire plus qu'un concurrent. C'est un concurrent sur les acquisitions, mais c'est un partenaire qu'on doit prendre en compte, qui nous aide. Et ensuite, de plus en plus se développe, comme aux États-Unis, mais en France aussi, en Europe aussi, se développe le multi-abonnement. Et je sais pas pour mes copains, mais pour nous, on a une part significative de nos abonnés qui est également abonné Netflix. Et puis cette édition de Japan Expo est quand même placée sous le signe du futur. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors peut-être que vous pouvez nous dire d'autres offres de services ou alors des séries à venir sur vos 3 plateformes. Qu'est-ce que vous pouvez annoncer aujourd'hui? Ils aiment bien rester discrets. J'ai pas entendu, qu'est-ce qu'on peut annoncer? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce que vous pouvez annoncer d'important qui vont arriver sur vos différentes plateformes? Alors on a tous déjà fait un peu des annonces au cours de Japan Expo qu'on peut répéter. Alors de notre côté, on a plusieurs coproductions justement qui arriveront en 2020. On a une adaptation de Somalie et l'esprit de la forêt. Adaptation aussi du manga Inspectre qui est publié chez Pika sous le nom de Stranger Case. Voilà. Alors, on est content parce qu'en fait le simulcast, les contrats sont souvent signés assez tardivement, un peu à la dernière minute. C'est toujours embêtant pour communiquer, pour préparer des partenariats parce que des fois on signe et on peut l'annoncer des fois quelques heures ou juste quelques jours avant le début. L'avantage du coup pour nous quand on coproduit, c'est qu'au moins on est prévenu à l'avance qu'on va avoir des titres et on a même la possibilité de communiquer aussi en amont. Et pour parler un petit peu plus, pour étendre ce débat et sur l'évolution, évidemment, j'ai rien à dire sur comment vont évoluer les plateformes dans le futur. La seule chose, c'est que depuis un an, Crunchyroll a rejoint le groupe Warner. En fait, on fait partie maintenant de Warner Media. Alors ça change rien dans notre fonctionnement là aujourd'hui maintenant, mais c'est vrai qu'on voit que se dessine une organisation. Donc on a parlé de Netflix. Aujourd'hui, Netflix commence à avoir d'autres concurrents, Disney+ qui va être lancé à la fin de l'année.
et des groupes comme Warner aussi réfléchissent à se positionner. Et le fait aujourd'hui d'intégrer quelque chose comme ça peut aussi amener à être plus fort, parce que malheureusement les enjeux aujourd'hui de cette diffusion, ils sont de plus en plus détenus par des très grosses sociétés. Donc pour être fort et pour résister justement à ces géants, avoir derrière un groupe comme ça peut être un atout. Évidemment, j'ai aucune idée de comment ça va être concrétisé demain. Je ne suis pas en train de vous dire que demain on sera intégré dans une plateforme Warner, mais voilà, en tout cas, on voit qu'il y a des choses qui se dessinent. Il est sûr que ce marché, il est encore très récent, donc il est encore en pleine construction, en pleine mutation, et des évolutions, des alliances, des rachats, des choses, il peut très bien y en avoir encore à l'avenir. Et on n'en est qu'au début. Olivier vient de dire que Crunchyroll appartenait maintenant au groupe Warner. Olivier a dit qu'il appartenait à Aniplex, entre guillemets c'est Sony. Donc nous, ADN, on est vraiment les petits poussés, on va dire. On est les petits poussés de la bande. Mais je veux dire que notre marque de différenciation, c'est justement d'être, je le disais tout à l'heure, c'est d'être un des éléments dans l'entertainment japonais, et de vraiment d'être très proche du manga, du merchandising et de la vente télé. Donc c'est là où on se, entre guillemets, démarque un petit peu, mais où on se différencie. Mais comme voilà, c'est un marché qui est, même si ça fait 10 ans qu'on est dedans, c'est quand même encore un marché qui est tout petit et qui est embryonnaire. On a tous un nombre, même si on ne communique pas dessus, on a tous un nombre d'abonnés qui nous satisfait, bien qu'on voudrait aller encore plus loin. Mais Netflix a communiqué il n'y a pas longtemps sur 5 millions. En tout cas, en ce qui me concerne, j'en suis loin. Mais ça veut dire que le marché est encore gigantesque pour nous. Et on peut vraiment se développer. Et quand on voit tout le monde qu'il y a ici aujourd'hui, mais pas que aujourd'hui, qui est un peu partout, un engouement énorme pour toute cette animation japonaise. Donc normalement, le futur est beau. Et le mot de la fin, si tu veux, Olivier. Je pense que le marché va évoluer en fonction de vous. Donc c'est vous qui regardez les dessins animés, c'est vous qui regardez sur Internet en streaming. Donc les usages, finalement, c'est vous qui les avez en main. Donc si demain tout le monde va vers la VR, on ira tous vers la VR. Si demain tout le monde veut regarder en 4K, ça sera produit, on ira vers la 4K. Donc voilà, l'idée pour nous, c'est d'être attentif, donc d'écouter ce que vous avez envie de voir, comment vous avez envie de le voir. En 2009, on n'avait pas du tout idée que, par exemple, les écrans mobiles allaient se développer de cette façon-là. Il fallait être visionnaire pour pouvoir savoir que ça allait prendre cette ampleur. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de rester à l'écoute, de voir ce que vous voulez, comment ça va évoluer. Et finalement, l'avenir du streaming, c'est dans votre main. Ah, bravo, c'était la conclusion. Merci beaucoup. Le temps est écoulé. Merci à vous. Vous pouvez l'applaudir. Vous avez été brillants. Merci. Et je voudrais remercier Mathieu quand même. Je voudrais remercier Mathieu, et je suis venu avec un petit cadeau parce que Mathieu vient de publier. C'est honteux ce que tu fais. C'est honteux ce que tu fais. Mathieu vient de publier un super bouquin et je vous conseille à tous d'aller le regarder, au moins le feuilleter, voire l'acheter, c'est encore mieux. Je sais pas si tu veux en dire un mot, mais il est topissime. Non. Merci Benoît. Merci à tous. Japan Expo, je vais me casser la gueule.